Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons ce jeudi 22 mai 2025 pour une nouvelle édition de Défi Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance des entreprises. Au micro, Jean-Jacques Dègre, professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Lenaourès, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Le 29 avril dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir à notre micro mesdames Pascaline Peugeot de Drezy et Eliane Rouillet-Chevalier, administratrices indépendantes et membres de comités d'audit. Ensemble, nous avons évoqué la posture du conseil et des administrateurs face aux grands risques systémiques auxquels les entreprises peuvent être confrontées. Un échange riche d'enseignements que nous vous invitons à découvrir sans attendre dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Jean-Jacques, pour ce journal de l'actualité de la gouvernance des entreprises, quels sujets ont retenu votre attention ? Plusieurs thèmes, Pierre-Yves. La directive Omnibus dite Stop the Clock, la transposition de la directive Women on Boards, l'évolution des débats au sein des assemblées générales et les derniers développements en matière d'action de groupe. Puis nous refermerons ce journal avec nos habituelles recommandations de lecture et d'écoute. Débutons notre tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance d'entreprise avec la directive Omnibus et le report, décidé tant par l'Europe que la France, de certaines obligations de la directive CSRD. C'est exact, Pierre-Yves. Rappelons d'abord que les entreprises françaises de la vague 1, c'est-à-dire les grandes entreprises cotées et les sociétés consolidantes des grands groupes cotés de plus de 500 salariés dans les deux cas, ont l'obligation de publier un rapport de durabilité en 2025 au titre de l'exercice 2024. Devant les réactions provenant de divers horizons face aux obligations imposées par la directive CSRD, la nouvelle Commission européenne a en effet décidé de lever le pied et a fait adopter en urgence une première directive Omnibus dite Stop the Clock. Et que prévoit justement cette directive Omnibus qui date du 14 avril dernier ? Elle reporte de 2 ans l'obligation de publier un rapport de durabilité pour les entreprises des vagues 2 et 3, soit respectivement en 2028 pour les premières et en 2029 pour les secondes. Pour mémoire, la vague 2 concerne les grandes entreprises et grands groupes de plus de 250 salariés cotés ou non, tandis que la vague 3 s'applique aux PME cotées. Il est vrai que 8 pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, n'ont toujours pas adopté la directive CSRD. La transposition de cette directive Stop the Clock dans les droits nationaux devra intervenir au plus tard le 31 décembre prochain. Effectivement, mais d'ici là, une autre directive dite Omnibus 2 devrait relever fortement certains seuils pour réduire le champ des sociétés et groupes concernés. Selon les premières indications, elle pourrait dispenser 80% des entreprises des vagues 2 et 3. Pour mémoire, les entreprises non européennes ayant un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros dans l'Union européenne et ayant une filiale dans l'Union européenne soumise à la CSRD ou une succursale dans l'Union européenne réalisant plus de 40 millions de chiffres d'affaires, restent soumises à l'obligation de publier un rapport de durabilité en 2029 pour l'exercice 2028 et le resteront, semble-t-il. Sans attendre, la France a voté le 30 avril 2025 un report de 2 ans dans la loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne, notamment en matière économique, financière, environnementale, dite loi DADU. Ces entreprises n'auront donc pas à attendre la transposition de la directive Omnibus 1. Oui, mais attention Pierre-Yves, s'y ajoutent 2 mesures importantes qu'il me faut signaler. En premier, le texte français prévoit que pour les 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, donc pour les rapports à publier en 2025, 2026 et 2027, les entreprises de la vague 1 peuvent omettre certaines indications à certaines conditions, dans le détail desquelles on ne peut malheureusement pas entrer ici. En second, la loi française dispose que certaines informations peuvent être omises si elles sont, je cite, « de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société », fin de citation, ce qui vise ce que l'on appelle couramment les secrets d'affaires et répond à une demande des entreprises. Concernant ce second point, la loi stipule plusieurs conditions pour pouvoir omettre ces informations. Effectivement, il faut que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que les informations expurgées de la publication soient néanmoins transmises à l'autorité des marchés financiers.
La directive Omnibus Stop the Clock concerne également la directive Vigilance de 2024, qui devait être introduite dans chaque législation nationale au plus tard le 26 juillet 2026, pour ensuite entrer en vigueur par étapes entre 2027 et 2029. Oui, elle vise à simplifier et reporter certaines dates et modifie certains seuils de la directive Vigilance. Ainsi, la date ultime de transposition de la directive Vigilance dans les législations nationales est reportée d'1 an, soit au 26 juillet 2027. De même, son entrée en vigueur pour certaines entreprises est également reportée d'1 an et les seuils d'application sont modifiés. Ainsi, en s'en tenant aux principales catégories d'entreprises, il s'agit, pour les entreprises d'un État membre de l'Union, d'une application à partir du 26 juillet 2028 pour celles qui emploient plus de 3 000 salariés et qui ont réalisé un chiffre d'affaires net mondial de plus de 900 millions d'euros au cours du dernier exercice précédant cette date. Pour les entreprises d'un pays tiers maintenant, il s'agit d'une application à partir du 26 juillet 2028 pour celles qui ont réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 900 millions d'euros dans l'Union au cours du dernier exercice précédant cette date. Enfin, pour les autres entreprises concernées, la directive sera applicable à partir du 26 juillet 2029. Qu'advient-il alors de la loi française Vigilance de mars 2017 ? Tant qu'elle n'est pas abrogée et remplacée par des dispositions issues des directives Omnibus, elle reste en vigueur. Relevons également, Pierre-Yves, que le nouveau chancelier allemand et le président français à sa suite viennent de demander que, carrément, soit abrogée la directive Vigilance. C'est un peu surprenant, car l'Allemagne s'est dotée d'une loi Vigilance en 2021 pour les entreprises de plus de 3 000 salariés et la France dès 2017 pour les entreprises de plus de 5 000 salariés. Or, ces textes vont rester en vigueur alors que les autres pays européens y échapperont. Un sujet donc à suivre. Poursuivons ce journal avec la directive dite Women on Boards, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs de sociétés. Elle a été introduite en France par une ordonnance en octobre 2024, dont nous avons parlé à l'époque. Elle a quelque peu modifié la loi française de janvier 2011, dite Copé-Zimmermann. Pour mémoire, cette loi a imposé une règle de parité de 40% de membres de chaque sexe dans les conseils d'administration et de surveillance dans les grandes sociétés cotées sur Euronext Paris. Rappelons que les sanctions de l'inobservation de ce quota sont dissuasives, nullité des nominations intervenues en violation de la règle de parité et, surtout, suspension des rémunérations des membres, c'est-à-dire de la totalité des membres du Conseil, jusqu'à régularisation. Et qu'a introduit l'ordonnance transposant la directive Women on Boards ? Les principales adaptations portent sur plusieurs points. Tout d'abord, dans les sociétés soumises à la parité, le calcul des 40% englobe désormais les administrateurs représentant les salariés actionnaires et le collège des administrateurs représentant les salariés est dorénavant soumis à la règle de parité en son sein. En complément, dans les grandes sociétés cotées, le conseil de surveillance doit désormais fixer des objectifs quantitatifs au directoire pour tendre à une représentation équilibrée, ce qui est nouveau. La situation de la parité doit être annuellement publiée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, communiquée à l'autorité des marchés financiers et publiée sur le site de la société. Enfin, en cas de défaut de parité, une procédure légale impérative de recrutement devra être respectée. Elle sera précisée par un décret à venir. La loi Dadu, dont nous avons parlé précédemment concernant la directive Omnibus 1, vient d'indiquer quelle autorité doit veiller à la parité dans les sociétés qui y sont soumises. Effectivement, elle indique qu'il s'agit de l'autorité des marchés financiers et que celle-ci est, je cite, chargée d'analyser, de surveiller et en lien avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et soutenir l'équilibre entre les sexes dans les conseils et directoires, fin de citation, des sociétés soumises à la règle de parité. L'AMF est également chargée de publier et mettre à jour régulièrement la liste des sociétés cotées qui respectent les règles de parité. Ces nouvelles exigences seront applicables à compter du 1er janvier 2026. Quant au décret à venir sur la procédure obligatoire de recrutement en cas de défaut, il est toujours attendu. Autre sujet de notre tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance, l'évolution des débats en Assemblée générale. Traditionnellement consacrés à la gouvernance, les débats en Assemblée générale ont été élargis ces dernières années aux questions climatiques et plus largement environnementales, Jean-Jacques. Oui, Pierre-Yves, certaines grandes sociétés ont peu à peu proposé des résolutions climatiques à leurs actionnaires et certains de ceux-ci ont essayé d'imposer des débats sur la prise en compte par la société
de l'impact de son activité sur l'environnement et le climat, et réciproquement. Et, l'on s'en souvient, un débat juridique de principe était né sur le point de savoir si ces questions pouvaient relever des actionnaires au nom de la souveraineté de l'Assemblée ou appartenaient à la seule direction générale et au conseil d'administration au nom de la séparation des pouvoirs. Débat qui n'a pas été tranché par la jurisprudence et qui reste donc ouvert. Mais selon les quelques études publiées, on constate une baisse sensible des sujets de durabilité au sens large depuis l'année dernière et encore plus nettement cette année. Selon des observateurs attentifs, je cite, « La saison des Assemblées générales 2025 marquera la fin d'un enthousiasme sans limite avec des sujets de durabilité plus atténués et des investisseurs concentrés sur des marchés volatiles et la guerre tarifaire. » Fin de citation. À titre d'exemple, BlackRock, le numéro 1 de la gestion d'actifs dans le monde, n'approuve quasiment plus les résolutions climatiques après en avoir approuvé 47% à l'origine. Et les résolutions sur le CO Climate en France sont passées de 36 en 2022 à 17 en 2023 et à seulement 9 en 2024. Quelle en est la raison de cette tendance qui pourrait surprendre alors même que les groupes cotés viennent de publier cette année leurs premiers états de durabilité? Très certainement, le contexte politique et économique. Probablement en premier, la nouvelle politique des États-Unis et son combat ouvert contre les réglementations environnementales, souvent assimilées à du wokisme. Mais également le reflux européen, avec le report de l'entrée en vigueur des directives durabilité et vigilance et le fort relèvement à venir de leur seuil d'application. Le rapport Draghi de septembre 2024 a donné une cohérence à ce mouvement en prônant le retour à une politique européenne de compétitivité économique, en particulier en allégeant substantiellement les normes environnementales au sens large. Certains investisseurs reprochent également aux sociétés d'avoir intégré des critères environnementaux et sociaux trop faciles à atteindre dans les rémunérations des dirigeants, ce qui aurait partiellement décrédibilisé ce mouvement. C'est assez probable, et ces investisseurs semblent préférer des critères indexés sur la performance de moyen et long terme. Relevons également que les assemblées sont de plus en plus attentives au bon fonctionnement des conseils et à la capacité des administrateurs d'appréhender les enjeux de moyen et long terme. L'intelligence artificielle tenant une place de choix dans ces préoccupations. Dernier thème que nous souhaitons aborder aujourd'hui, Jean-Jacques, la libéralisation de l'action de groupe, avec encore la loi Dadu, qui vient profondément réformer et libéraliser cette action de groupe à la française, puisqu'elle en élargit le champ et en facilite la mise en œuvre. Rappelons d'abord que l'action de groupe permet à un demandeur d'agir en justice pour le compte d'un ensemble de personnes indéterminées dans un premier temps, placées dans une situation similaire, et de demander la cessation du manquement au profit de toutes et la réparation du préjudice subi par chacune. Les victimes ainsi représentées peuvent ensuite s'agréger à la procédure au fur et à mesure de l'avancement de celle-ci, selon un calendrier fixé par le juge. Les class actions sont nées aux États-Unis, elles y sont anciennes, courantes et parfois spectaculaires par le nombre de personnes concernées et les montants de dommages et intérêts obtenus. Effectivement, elles ont été popularisées par le film Erin Brockovich, tiré d'une affaire réelle de pollution de l'eau qui a coûté à l'époque 333 millions de dollars à une entreprise. On peut également citer plus récemment la condamnation de Volkswagen à 1,2 milliard de dollars en 2015 à la suite du scandale des véhicules roulant au diesel. Qu'en est-il en France de ces actions de groupe ? La première loi française date de 2014, dont le domaine avait été quelque peu élargi en 2016, ne pouvant être exercée que dans des hypothèses étroitement limitées, que par des associations spécialement agréées. Et selon une procédure lourde et contraignante, l'action de groupe à la française a été un échec. Seulement 6 ont abouti en 10 ans. Aussi, nombre d'actions collectives étaient-elles lancées selon les règles procédurales ordinaires, ce qui n'était pas une mince affaire quand les victimes étaient nombreuses. Et donc la loi du 30 avril 2025 entend desserrer les taux de plusieurs manières. Oui, d'abord en ouvrant la porte à de nombreuses associations. Jusqu'à maintenant, seules des associations spécialement agréées en fonction de critères très étroits pouvaient agir au nom des victimes potentielles, de sorte qu'il n'y en avait que très peu, citons sans être exhaustif, UFR Que Choisir et CLCV pour consommation, logement et cadre de vie. Dorénavant, les associations déclarées justifiant de 2 ans d'activité pourront être agréées de plein droit, ce qui leur ouvrira largement les portes. Ensuite,
La loi nouvelle généralise le champ de l'action de groupe en l'étendant à toutes les activités, à une seule exception, celle des manquements du secteur de la santé, là où naguère seuls quelques manquements types pouvaient être poursuivis, comme, par exemple, les discriminations dans le travail. Dernier apport de la loi Dadu, l'action pourra être exercée tant pour faire cesser le manquement que pour obtenir des dommages et intérêts. Pour la cessation du manquement, la procédure sera simple et se déroulera en une seule étape à la seule demande d'une association. Il lui suffira de démontrer l'existence d'un manquement sans avoir à invoquer un préjudice collectif. En revanche, s'agissant au surplus de demander des dommages et intérêts, le processus sera un peu plus complexe et se déroulera, comme aujourd'hui, en plusieurs temps. D'abord, une première décision de justice de condamnation de principe obtenue à la seule diligence d'une association agréée. Ensuite, une période pendant laquelle les victimes potentielles pourront demander une indemnisation. Enfin, pour celles qui n'auront pas été indemnisées par la personne jugée responsable par le premier jugement, une seconde décision de justice pourra accorder à chaque plaignant qui le demanderont les dommages et intérêts lui revenant. Ajoutons, pour terminer, que les possibilités de financement des associations ont été libéralisées. Ce tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance s'achève. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture ? Je n'ai à vrai dire que 2 suggestions à faire à nos auditeurs. D'abord, la 40e édition de la Lettre de la gouvernance. Ensuite, l'étude KPMG intitulée Pulse of Banking, qui analyse les états de durabilité des principales banques européennes. 2 publications qui viennent de paraître et qu'ils peuvent retrouver sur kpmg.fr. Je compléterai vos suggestions, Jean-Jacques, en invitant nos auditeurs à nous suivre sur nos pages LinkedIn, KPMG France, KPMG Business Experience et bien entendu KPMG Avocat. Enfin, nous vous invitons à écouter sans modération les précédentes émissions de Défi Gouvernance ainsi que les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application disponible dans l'App Store ou Google Play. Cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le 19 juin prochain pour une interview autour d'un sujet d'actualité au cœur des enjeux qui mobilisent administrateurs, membres de comités spécialisés et dirigeants. À très bientôt.